Alors, bonjour, bienvenue à la 8e édition de Dementia Talks Canada, présentée par la Société Alzheimer du Canada en partenariat avec Brain Canada. Vous savez, chaque mois, Dementia Talks Canada propose une conversation sur un sujet lié aux troubles neurocognitifs avec la participation de chercheurs, membres de la communauté, personnes qui ont une expérience directe. Alors, je m'appelle Leah Sandel, je suis rédactrice en chef de l'application des connaissances et de la recherche pour la Société Alzheimer du Canada. Et ma mère également a eu des problèmes reliés aux troubles neurocognitifs. Et donc, j'ai y avoir à certains aspects de l'intervention de la famille. Alors, je tiens à vous remercier vous tous et toutes, notre public incroyable d'avoir pris le temps de joindre à nous. Quelques questions d'ordre administratif. Cette session est proposée en anglais et en français. Pour sélectionner une langue, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en haut bas de l'écran, puis choisir la langue française ou anglaise. Également, vous remarquerez que des questions de sondage apparaîtront occasionnellement à votre écran. Au cours de la session, nous vous demandons d'y répondre pour rendre les réunions futures encore meilleures. Alors, je veux vous rassurer, même si nous sommes enregistrés, que seulement la vidéo et l'audio des panélistes et du modérateur seront enregistrés. Et finalement, il y aura une période de questions et réponses plus tard. Et en bas de votre écran, vous verrez un lien pour le clavardage. Vous pourrez entrer vos questions. Alors, il y a différents organismes derrière cet événement. La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance nationale pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs. Active dans les communautés à travers le Canada, la Société fournit de l'information, des programmes, etc. La Fondation Brain Canada est un organisme national qui joue un rôle unique, inestimable dans les communautés au soutien de ceux qui soutiennent et font la recherche sur le cerveau. C'est ça, elle contribuera à la prévention, diagnostic, traitement, la guérison des troubles du cerveau, améliorant ainsi la santé de la population canadienne. Alors, avant de commencer, la Société Alzheimer du Canada reconnaît que ses bureaux se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de la Credit, les Anishinaabeg et les Chippewas et les Haudenosaunee, les peuples et les peuples autochtones. Elle maintient de nombreuses reconnaissances envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Alors, nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité signé avec Mississauga de la Credit, le traité de Williams-Williams signé avec plusieurs bandes de Mississauga et Chippewas. Alors, nous vous encourageons à lire le document de l'Association des femmes autochtones du Canada. Il y a une trousse et une histoire, un storybook sur les troubles neurocognitifs. Et aussi à visiter le site web des Anishinaabeg. En fait, le nom, c'est de Anishinaabeg Dementia Care. Et finalement, nous encourageons à aller voir les différents webinaires et documents sur les troubles neurocognitifs qui ont été présentés par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Alors, mes collègues ajouteront les sites web de ces organisations dans notre chat Zoom pour que vous puissiez à l'avenir partager et soutenir ces organismes. Alors, je voudrais maintenant vous présenter les membres talentueux de notre panel. Alors, il y a sur ces présentations qui aussi incluent la famille. Nous avons quelques questions à vous poser sur l'aspect génétique. Par exemple, mes parents ont des troubles neurocognitifs. Je veux savoir, est-ce que cela impacte même mes propres probabilités d'avoir des troubles neurocognitifs, donc la composante génétique. Nous voulons mieux comprendre donc l'aspect génétique et comment faire face à ces changements, comment est-ce que les personnes qui vivent avec ces maladies neurocognitives peuvent s'adapter et vivre avec ces difficultés. Alors, nous avons différents conférencières. D'abord, le Dr Marie Chu, qui est chercheuse scientifique au Centre des sciences de la santé mentale des rives de l'Ontario Science, chef du groupe de travail
sur la prestation de soins du Toronto Dementia Research Alliance. Elle fait de la recherche portant notamment sur le bien-être des aidants familiaux, le stress, la dépression, la résilience, etc. Merci, Dr. Mary, d'être parmi nous aujourd'hui. Et nous allons entendre nos différents conférenciers. Vous avez des informations à leur sujet auxquelles vous pourrez vous référer. Docteur Katerina Rogeva, professeure département de neurologie, Université de Toronto. Au cours des 20 dernières années, elle a contribué de manière substantielle au développement de tests génétiques efficaces et pour différentes formes de troubles neurocognitifs et de troubles du mouvement. Elle met l'accent également sur la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique, le SLA. Merci de sa présence aussi. J'aimerais accueillir Emily Edwards, qui est à la clinique et est également affiliée au département médical de l'UBC. Depuis qu'elle a commencé à travailler à la clinique de l'UBC pour les troubles connexes en 2001, elle a fait beaucoup de recherches sur les différents troubles de la mémoire, entre autres. Et finalement, nous avons encore deux autres personnes. Donc, il s'agit de Catherine Ann Kelly, qui est défenseur des droits. Catherine est une mère, une épouse, sœur, fille, membre de la communauté. Elle vit dans une maison en briques rouges sur l'océan Atlantique. Elle est directrice exécutive aussi des droits de la personne de Terre-Neuve et Labrador. Elle est très impliquée dans la communauté. Merci à elle d'être présente parmi nous. Et finalement, Claire Crawford, directeur de programme au Manitoba. Et il voit différents programmes à l'appui des personnes et des familles qui font face aux troubles neurocognitifs et travaille à l'appui des communautés qui entourent ces personnes-là. Alors, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes que vous êtes joints à nous à travers le pays de votre expertise aujourd'hui. Nous allons commencer donc par tenir quelques conversations avec les différents membres du panel et pour ouvrir cela par la suite sur une table ronde. Alors, nous commençons avec Catherine, qui va nous parler un peu de son expérience autour de son jeu. Alors, Catherine, vous avez adapté la vie familiale de différentes fêtes de l'année, etc. Alors, qu'est-ce qui impacte le plus votre famille dans ces processus? Est-ce que vous avez d'autres informations pour les gens? Par exemple, le mois de décembre, qui est la période de fêtes, que ce soit Noël, Hanouka ou autre. Avez-vous des conseils pour s'adapter à cette période difficile qui est la période des fêtes de fin d'année? Oui, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas directrice exécutive des droits de la personne. Je gère le programme pour eux. Tout simplement, hein, c'est mon patron, en fait, le directeur exécutif. Je voulais clarifier ça. Alors oui, j'ai ma mère à la maison qui avait des troubles neurocognitifs pendant 10 ans et elle a pu rester à la maison avec moi tout au long de son cheminement. Nous en sommes très reconnaissants. Et ce n'est pas la réalité pour toutes les familles, malheureusement. Et ce que je peux dire, c'est que la période des fêtes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui ont des enfants, mais moi, je ne sais pas comment ma mère a pu faire cela. C'était une véritable magicienne en termes de ce que c'est le mois de décembre en tant que parent, toutes les responsabilités que cela entraîne. Oui, le mois de décembre est difficile, mais quand je regarde un peu, quand je suis devenu mère, par la suite ayant à m'occuper de ma mère, le premier Noël, nous n'avons pas vraiment changé grand-chose. Bon, on va simplement faire ce qu'on faisait d'habitude. C'est difficile pour ma mère, c'est difficile pour nous, parce que elle trouvait difficile les conversations de groupe, elle se perdait, trouvait difficile de comprendre et de suivre ce qui se disait. Il y a certaines personnes qui étaient un peu mal à l'aise et donc il a fallu voir cette transition. Et puis, pendant toute cette période, du 23 décembre au 1er janvier,
il nous fallait un moment de repos, un moment pour se retrouver. Et je crois que la première année, nous avons appris un peu, et ça a été assez difficile. Puis là, nous avons examiné l'idée de se donner la possibilité de changer les traditions. Je dis ça en une phrase, mais ça implique beaucoup d'émotions. C'est difficile. Vous savez, il nous faut faire quelque chose de moins intense cette année. Pas différent, nécessairement, mais peut-être un peu moins. Alors, on s'est donné la permission, il faut se donner la permission de regarder ces traditions, reconnaître leurs valeurs et qu'on les adore. Mais à cette période de la vie, ça ne va pas vous apporter de la joie. Et c'est correct de lâcher prise sur ça. Et je sais que de dire d'accord, c'est pas facile, mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons vraiment changé tout ce qui entourait notre repas de Noël, les cadeaux, les cartes. Pour ma mère, c'était important d'envoyer les cartes de Noël. Ça, alors nous l'avons aidé à préparer sa liste. Puis j'allais acheter ce qu'il lui fallait et nous l'aidions à envelopper ses cadeaux. Et alors que ma vie est devenue plus occupée, je n'ai pas pu faire ces achats pour deux personnes avec mes enfants en plus. Alors, il faut vraiment évaluer l'énergie dont nous disposons et comment aider toute la famille et de laisser savoir aux gens. Je vais dire oui, mais peut-être qu'une heure avant, je vous appellerai pour dire non, je ne peux finalement pas faire ce que j'ai promis de faire. Et c'est correct. Et donc, il faut savoir prendre un pas de recul quand il le faut. Et oui, je vais essayer d'y arriver, mais ne comptez pas nécessairement sur nous. Peut-être qu'il nous faudra partir, si on est invité, partir tôt après notre arrivée. Merci, Catherine. Oui, là, quand vous nous avez adressé la parole plus tôt, vous avez parlé d'amener peut-être les repas dans la chambre de votre mère, etc., quand elle était en une période plus difficile. Oui, nous avons fait ça. On aurait aimé que maman puisse manger à notre table. En fait, elle l'a fait pendant plusieurs années, mais à un moment donné, elle ne pouvait plus. Elle était en chaise roulante en plus. Et l'année suivante, elle était dans un lit d'hôpital, mais dans sa chambre. En fait, un lit d'hôpital, mais chez nous, et donc elle était immobilisée. Nous avions placé un arbre de Noël dans sa chambre, aussi bien que dans le salon. Donc, nous avons pu ouvrir les cadeaux dans la chambre de maman. Et nous avons également pu prendre un repas dans sa chambre. Et quand les gens venaient lui rendre visite, on les invitait dans sa chambre. Et ben, à un certain point, maman ne voulait plus s'habiller non plus. Alors, elle avait sa robe de nuit et nous portions tous euh, nos pyjamas, dans notre carte, dans les photos de la famille. Et les photos familiales, on était tous habillés en pyjama. Donc, on a essayé de mettre beaucoup d'amour. Et voilà, c'est bien ça. Merci d'avoir partagé cela. Je sais que vous aviez aussi des expériences. Vous avez des conseils aussi à nous prodiguer, mais nous allons y revenir. Alors, nous allons examiner un peu plus l'aspect de la dynamique de la famille d'abord. Mais merci beaucoup, Catherine, d'avoir partagé. Alors, j'aimerais parler à Mary Chu, et aussi sur le thème de l'adaptation familiale. Marie, votre recherche se concentre sur la promotion de la résilience et de pouvoir gérer les soins aux personnes souffrant de troubles neurocognitifs. Qu'est-ce que vous avez trouvé jusqu'à présent dans vos recherches? Eh bien, je suis très heureuse d'être ici et très heureuse également que vous avez commencé en parlant à Catherine. Merci beaucoup, Catherine, en fait, d'avoir partagé vos expériences. Et vous êtes un exemple de la façon dont, et ceci est en fait en mode de développement, de s'adapter, de trouver des façons créatrices de gérer les situations. C'est difficile, hein? Et donc, comment est-ce que l'on peut développer cette résilience? Alors là, les deux concepts de résilience et d'adaptation, comment faire face à l'adversité dans des situations difficiles ou stressantes, et il faut s'adapter.
de s'adapter, eh ben, ça dépend des outils et des stratégies qu'on utiliserait pour gérer les situations stressantes. Certaines stratégies, en termes d'adaptation, seraient plus faciles que d'autres, mais dans le contexte de s'occuper de quelqu'un avec les troubles neurocognitifs. On pourrait parler de différents comportements excessifs que la personne peut démontrer, de poser la même question à maintes reprises, par exemple. Alors, disons que c'est ça ma grand-mère. Hein. Je pourrais choisir d'adapter en évitant la situation. Alors, je ne lui parlerai pas. Peut-être que je l'ignorerai ou je peux m'adapter en essayant de comprendre la situation et peut-être, comme Catherine le disait, de s'adapter et de trouver différentes façons de s'engager, de s'impliquer avec elle de façon significative. Alors, en termes de mon expérience, en termes de pratiquer différents styles d'adaptation que l'on peut développer de bonnes relations et en termes de renforcer la résilience parmi les aidants naturels. Et aussi, moi, j'enseigne la musique, le piano, en fait, et dans mon travail de recherche. Et en enseignant le piano, je mets l'emphase sur la pratique. Et je dis toujours à mes étudiants qu'il n'y a pas de magie. Alors, passez du temps à pratiquer avec des objectifs et vous allez maîtriser ce que vous voulez développer. Bon, pas nécessairement le piano, mais il n'y a pas de magie à développer la résilience. Et ce que je trouve dans ma recherche, dans mon travail, peut-être, j'espère que ça pourrait mener à des pratiques et ça pourrait permettre aux familles de développer de meilleures relations entre elles et aussi d'être plus résilients en tant qu'unité. Alors, merci beaucoup, Mary. Je voulais vous demander également, quant à vos expériences personnelles, en tant qu'aidant et autour de votre famille avec des membres qui se trouvent neurocognitifs. Comment est-ce que cela se relie à votre recherche? Oui. Alors, ma grand-mère de 97 ans vit avec des troubles neurocognitifs. Elle vit seule à Hong Kong, qui est assez loin, en fait. Et depuis que mon grand-père est décédé en 1997, donc il y a longtemps, cela. L'été dernier, on l'a retrouvée à errer parmi les rues de Hong Kong. Quelqu'un a pris une ambulance et elle a été admise à l'hôpital. Mon père, donc, qui vit à Toronto, il a entrepris le rôle d'être un aidant à longue distance. Et c'est ironique parce que même si je travaille beaucoup dans ce domaine de l'appui aux aidants naturels, mon père et moi n'avions pas vraiment discuté de ces soins. Alors, l'été dernier, j'ai agi un peu comme un coach, mentor pour mon père pour offrir de l'appui clinique, mais surtout émotionnel. Nous avons travaillé ensemble pour naviguer le système de santé de Hong Kong, pour la transition de ma grand-mère en soins de longue durée à Hong Kong et comment utiliser la technologie pour répondre à tous les besoins pour les professionnels, pour établir des contacts et développer des alliés parmi les professionnels de la santé. Et nous avons pu développer donc une relation à long terme avec les personnes qui s'occupaient d'elles à distance et qui voyaient au bien-être de ma grand-mère. Alors, de par cette expérience, j'ai réalisé que les soins à longue distance, c'est tout à fait différent comme animal. La distance, les fuseaux horaires qui sont différents, les différentes cultures, l'incapacité de réconforter ma grand-mère quand elle se sentait vulnérable. Tout cela a contribué au sentiment d'impuissance et à la culpabilité que mon père et moi partagions. Alors, j'aimerais dédier plus d'efforts à explorer comment la technologie et les innovations sociales pourraient appuyer l'implication significative des connexions et aussi la partie de souvenirs. Hein, comment est-ce qu'on se sert d'anciens souvenirs et comment développer de nouveaux souvenirs. Merci beaucoup d'avoir partagé cela, Marie. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux avec votre père et votre grand-mère. Je sais que un de vos points de recherche
était que la thérapie peut être utile à différents membres de la famille. Alors, je vais demander à Erin Crawford du Manitoba de nous parler un peu de différents services qu'elle offre dans cette région-là. Erin, vous et votre équipe avez aidé à appuyer plusieurs familles dont certains membres vivaient avec les troubles neurocognitifs. Mais au Manitoba, quelle sorte de conseils ou d'appui est-ce que l'on peut offrir aux gens dans cette situation? Eh bien, je soupçonne que ce que nous voyons le plus souvent, et à travers le pays même, peu importe, et à travers le monde, il y a des besoins pratiques, d'une part. C'est quoi les troubles neurocognitifs? Que veut dire le diagnostic? Ou si on fait diagnostic, est-ce que les choses que je perçois peuvent vouloir dire et à quoi est-ce que je pourrais m'attendre en termes de diagnostic? À quoi va ressembler la progression de la maladie? Alors, il y a vraiment des choses pratiques entourant ce que c'est et il y a aussi des choses très pratiques entourant la navigation des différents systèmes. Parce que il n'y a pas nécessairement de cheminement clair préétabli vers différentes ressources, vers différents supports dans le système de soins de santé. Alors, ce sont là les deux choses principales au début. Et les autres éléments que nous voyons souvent avec les familles, et Catherine y a fait allusion, c'est l'appui émotionnel que les gens ne recherchent pas nécessairement lorsqu'ils se tournent vers nous, mais les différents défis posés par le diagnostic à un membre de la famille de troubles neurocognitifs vont exiger de votre part de trouver quelqu'un ou plusieurs quelqu'un qui serait prêt à offrir cette compréhension, tout ce dont Catherine et Mary ont parlé, tout change tout à coup. Je ne peux plus m'engager à faire ce que je faisais avant. Avant, je faisais les choses d'une certaine façon. Il faut le faire différemment maintenant. Alors, ce niveau d'appui, de validation de différentes personnes, eh bien, les gens ne viennent pas nécessairement vers nous pour avoir des réponses, n'articulent peut-être pas ces besoins, mais ce sont des besoins dont les familles ont véritablement besoin. Alors oui, j'ai entendu plusieurs membres de groupes d'appui du Manitoba que cela leur est si utile d'avoir cet appui des pairs, cette compréhension et les conseils qui sont partagés. Donc, ça vous donne le sentiment de ne pas être seul à lutter. Alors, y a-t-il d'autres choses comme astuces pour l'adaptation pour les membres de famille avec troubles neurocognitifs? Ben, il y a quelques éléments. Mary a parlé d'être le coach de son père. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça de son côté. On ne doit pas passer à travers ça seul. On parle des dents, là. C'est une maladie qui progresse. Est-ce que vous pouvez gérer un jour peut devenir impossible le jour suivant? L'énergie pour continuer à s'adapter constamment. Oui, c'est progressif, donc une adaptation, mais ça fait partie du cheminement. Et donc, de s'adapter, c'est fatigant parce qu'on aime trouver une routine et pouvoir, non, on ne peut pas le faire dans le cas de troubles neurocognitifs. Alors, on a un groupe de soutien pour les partenaires d'aidants, pour les gens avec les troubles neurocognitifs. C'est difficile pour eux et elles aussi. Alors, il faut en discuter avec le personnel, s'il y a du personnel qui s'occupe de votre membre de la famille, mais il y en a parfois qui n'ont pas d'appui en termes d'amis, de famille et de personnes à qui l'on peut parler de ces choses. Il va vous falloir trouver une autre façon. Et il y a d'autres façons de trouver de l'appui. C'est important d'avoir un système de soutien. Merci. Je vais demander maintenant aux différents éléments génétiques qui peuvent soulever beaucoup d'émotions selon mon expérience, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Alors, Katerina, est-ce qu'on peut lui demander de parler de sa recherche en génétique? Bonjour, Katerina. Merci d'être ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé lors de votre recherche depuis de plus de 20 ans
Qu'est-ce qui vous rend le plus enthousiasmé par la recherche dans ce domaine? Tout d'abord, merci de l'invitation pour en discuter. Et deuxièmement, c'est un groupe fantastique qui ont partagé leurs expériences qui me tiennent très près du cœur également. Mais ce qui est de plus excitant, il y a 30 ans, quand je suis venu à Toronto comme étudiant pour faire de la recherche sur l'aspect génétique des troubles neurocognitifs, c'était des choses que l'on retrouvait au sein de plus grandes familles. Et depuis, eh bien, et nous avons vu qu'il y avait des mutations au sein des familles, des mutations que l'on pouvait retracer dans nos laboratoires. Et cette excitation en est arrivée au point où il n'y avait pas vraiment d'intérêt dans les histoires, les témoignages. Et puis finalement, on a vu que les mutations d'un seul gène ne couvraient pas tous les cas, que ce soit de la maladie de Parkinson ou de troubles neurocognitifs. Alors, ce que nous avons maintenant, et comme vous le savez probablement déjà, qu'il y a des dépistages de cogénome. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, chacun d'entre nous avons trois variants provenant des deux parents, en fait, des variants potentiels. Alors, pour les généticistes, c'est difficile de savoir quel variant va causer des problèmes et dans lequel vous êtes protégé. Mais ce qui est le développement les plus récents, les plus excitants, c'est que ces personnes ont pu donné un score polygénique qui veut dire que on peut extraire du génome humain les facteurs de risque et les mettre ensemble et de voir quelles personnes ont un mauvais équilibre génétique qui serait donc susceptible à ces variants. Et ça va vous donner un score plus élevé ou intermédiaire ou plus faible. Intermédiaire, vous pouvez faire grand-chose, mais au moins ça vous donne une idée de à quoi ressemblerait l'avenir. Et l'excitation autour de cette recherche est venue avec certains défis également, parce que la plupart des gens qui publient sur la maladie de Parkinson et l'Alzheimer, c'est un plus grand fond de la recherche sur l'Alzheimer et les maladies de Parkinson, parce que ce sont de plus grands groupes sur lesquels faire de la recherche que les troubles neurocognitifs. Mais la mission étant que d'étudier différents groupes et en tant que Canadien, moi je suis d'origine russe, il y a beaucoup de mélange ethnique. Alors on ne peut pas prendre les informations de groupes européens seulement. Par exemple, des personnes d'origine hispanique. Hein. Alors, il faut qu'il y ait un consortium pour déterminer quels les résultats dans les études polygéniques ou polygénétiques, et plutôt que de faire de la recherche sur un groupe limité. Ah oui, un de mes collègues a ajouté des informations dans le clavardage, comment les gens aujourd'hui peuvent s'impliquer dans certaines de ces études dans lesquelles vous êtes impliqué au niveau international. Alors, ce que j'entends dire, c'est qu'il va y avoir une transition, il y aura une mutation génétique qui sera reliée à une certaine sorte de troubles neurocognitifs et on peut faire donc de la recherche à travers le monde en examinant, je sais pas, 6 millions, enfin, ouais, nous devons examiner tout le génome humain, mais il y a des milliers de variants différents. Il y en a 6 000 en fait dans le cas des troubles neurocognitifs de ces variants. Alors, il faut voir quelle sorte de variants l'on peut isoler de ces 6 000. Donc oui, donc les chercheurs sont aussi diversifiés et c'est vraiment d'étudier différents aspects de la maladie. Enfin, moi-même, j'ai un héritage irlandais et autres, alors donc il y a peut-être moins de recherche à ce niveau-là et d'autres groupes plus petits et avec un groupe génétique plus restreint, par exemple, des personnes d'origine juive. Alors,
est-ce que vous-même avez eu de l'expérience avec des membres de famille qui auraient des troubles cognitifs? Est-ce que vous pouvez en parler? Eh bien, ça m'a changé beaucoup parce que quand j'ai appris que ma mère avait développé des troubles neurocognitifs, bon, et malheureusement une forme tardive de la maladie à l'âge de 65 ans, mais j'étais choqué. C'était la personne la plus intelligente que je connaissais. Et ce que ça m'a fait, j'ai commencé à être plus enthousiaste. D'habitude, je ne dis rien non. Je ne dis jamais non. Si quelqu'un me dit de participer à telle ou telle chose, je dis toujours oui parce que j'aime transmettre la connaissance et donc j'aime parler à des groupes à travers le pays et le monde. Mais j'ai aussi une sœur qui fait de la recherche et sa façon de gérer la situation avec sa mère était différente. Elle était plus frustrée parce qu'elle pensait pouvoir la changer. Ça m'a pris un certain temps où j'ai eu à parler à la famille pour leur expliquer que le cerveau ne peut pas être changé pour la personne qui est affectée, mais vous pouvez changer. Peu importe que ce soit à une étape tardive ou intermédiaire de la maladie, c'est une maladie progressive. Et donc, de sourire. Hein, et si vous avez des moments où elle avait un certain sens de l'humour parce que je lui demandais parfois aussi de faire. Elle aimait tricoter. Alors, je lui demandais de nous tricoter, par exemple, une écharpe, mais de forme triangulaire qu'elle est à tenir compte euh, des mailles à lâcher, à ajouter en, en faisant sa couture. Alors, oui, au début, on tend à ne pas euh, voir la maladie se développer, mais et il y a une certaine frustration aussi. Mais pour ma sœur, elle s'occupait plus de ma mère, donc elle était plus frustrée. Même de par mes études, j'ai compris que même si vous êtes identiques, par exemple. Euh, Ma mère, par exemple, à un moment donné, a arrêté de me reconnaître, mais continuait de reconnaître ma sœur. Alors, parce que c'est ma sœur qui était plus proche d'elle au tout début et dans notre jeunesse. Alors oui, donc quand vous êtes sûrement au courant du fait que l'aspect génétique n'est pas le seul facteur et que c'est une maladie très complexe. Merci donc de vos commentaires, Katharina. Euh, donc, je vais demander à Émilie qui a déjà travaillé dans ce domaine. Merci d'être ici. Je voulais parler avec vous parce que le travail que vous faites en prodiguant des conseils euh, pour des gens qui ont des membres de la famille qui vivent avec les troubles cognitifs, pouvez-vous me dire ce que c'est d'être conseillère génétique et aussi pourquoi est-ce que c'est différent simplement d'avoir un test, tout simplement. Mais merci de m'avoir invité. Il y a vraiment quelques questions en ligne. Là, je vais essayer d'être précis que possible. Le conseil génétique, c'est un processus par lequel nous pouvons rencontrer des patients qui ont été diagnostiqués ou les membres de la famille ont mené un diagnostic de troubles neurocognitifs et nous savons qu'il y a un rôle génétique dans cette condition et donc nous pouvons répondre à différentes questions sur ce que pourrait dire ce diagnostic pour d'autres membres de la famille en termes de la probabilité que eux et elles aussi développent ces conditions à l'avenir. Et en passant en revue le diagnostic et les antécédents familiaux pour voir s'il y a des options de tests génétiques qui seraient pertinents pour un tel membre de la famille et pour aider les familles à prendre leurs décisions autour des tests génétiques pour explorer les limites de ces tests et quelles sont les implications de ces tests pour les patients et pour leur famille. Alors, je crois que c'était le premier aspect de votre question. La deuxième était sur l'accès à ces services même.
Je travaille ici dans une clinique sur les troubles de mémoire à Vancouver. Ce n'est pas typique pour ce genre de clinique d'avoir un conseiller génétique sur leur équipe, mais la plupart des conseillers génétiques qui rencontrent les familles, qui s'inquiètent de membres de la famille avec troubles neurocognitifs fonctionneraient dans une clinique générale. La plupart des cliniques au Canada vont avoir des installations génétiques, des cliniques génétiques, par exemple dans les hôpitaux enseignants. Hein. Donc, la première étape, ce serait de parler à son médecin de famille quant au diagnostic que vous avez reçu ou qu'un membre de la famille a reçu. Et à partir de là, vous seriez référé à un service de conseil génétique dans la communauté. Et la troisième question, je crois, traiter des différences entre chercher ces services de conseil génétique formels plutôt que de poursuivre des tests génétiques par des compagnies de consommation comme 23andMe. Donc, des compagnies comme 23 mois, 23andMe, offrent des services limités quant à l'information qu'ils peuvent offrir aux personnes quant aux gènes spécifiques reliés aux troubles neurocognitifs. Est-ce que ces gènes sont pertinents face à votre antécédents familiaux et quelles sont les possibilités ou les probabilités de développement, de progression de la maladie selon les gènes? Mais pas nécessairement quel gène cause les troubles neurocognitifs, mais quelles personnes pourraient être susceptibles à des troubles neurocognitifs. Donc, c'est un test générique, si vous voulez, que l'on retrouve sur le marché, ne répond pas nécessairement à tous les besoins. Oui, et donc, dans votre domaine, les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant aux tests qu'ils ne l'étaient dans le passé, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu un grand changement au cours des 5-6 dernières années, je dirais, en termes du nombre croissant de tests génétiques dans ce domaine. Et je me demande si c'est en partie à cause de compagnies comme 23andMe et où les gens sont beaucoup plus conscients, ont été conscientisés de ces différentes options potentielles, d'être plus au courant de leur information génétique. Et je crois que les gens en général sont aussi conscients de la recherche qui se fait à travers le monde sur les différentes formes de troubles neurocognitifs et le rôle de la génétique dans la condition de leur famille peut mener à différents essais cliniques, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Alors, oui, c'est intéressant de voir ces changements parmi la population. Un autre élément contribuant, c'est l'explosion des découvertes génétiques qui ont eu lieu, surtout dans le monde du SLA. Nous avons vu plusieurs éléments génétiques être identifiés tout récemment encore. Et c'est tout à fait pertinent de donc poursuivre les coûts. Et puis le coût des tests génétiques ont diminué, donc deviennent plus accessibles pour le système de santé. Enfin, différents facteurs contribuants. Inaudible. Oui, différents développements. Alors, j'aimerais vous ramener à notre panel, si je peux. Merci beaucoup. Alors, brièvement, je sais, Catherine, que vous avez poursuivi le conseil génétique, que vous avez trouvé cela utile, vous avez utilisé ce service. Oui, en 2017, j'ai parlé à mon médecin de famille pour lui parler de tests. Ma mère démontrait des troubles neurocognitifs. Je voulais savoir si je pouvais avoir des gènes qui pourraient me mener à cette même maladie. Par exemple, nous avons eu du cancer, forme de cancer dans la famille. Donc, je voulais en savoir plus sur le cancer et sur les troubles neurocognitifs. J'ai rencontré le médecin pendant une heure. Ma mère avait été diagnostiquée après l'âge de 65 ans. Et donc, elle avait 70 ans quand elle a été diagnostiquée. Donc, plus de 65 ans, je n'avais pas accès à certains services. Je ne pouvais avoir accès qu'aux
tests génétiques rendus publics, financés par le gouvernement, comment dit, ou par le public. Alors, j'aurais pu aller à une clinique privée, mais la conversation, en fait, c'est avec mon médecin. Elle était intéressante. Elle me demande comment est-ce que cela changerait votre vie de le savoir. Moi, j'aime savoir. Euh, J'aime avoir toutes les informations. Elle m'a demandé comment est-ce que ça changerait votre vie, qu'est-ce que vous feriez de différent, quel impact est-ce que cela aurait. Et j'ai réfléchi beaucoup à cela. Je me suis dit, bon, ben, tout le monde parle de toute façon, de réduire le stress, de bien manger, de faire de l'exercice. Je me dis, ben, je fais cela déjà un peu quand même. Alors, j'ai accepté, j'ai fait le test sur le cancer, je n'ai pas le gène, en fait, mais j'ai laissé de côté les tests sur les troubles neurocognitifs. Et présentement, j'accepte cela comme ça, mais dans 10 ans, peut-être, quand mes enfants seront plus âgés, qu'ils poseront des questions et voudront savoir différemment. Mais moi, pour l'instant, je suis correct avec ça, sans avoir pris les tests, je n'ai donc pas ces résultats. Mais je suis ouvert au fait que peut-être plus tard, je voudrais savoir et euh, je voudrais me faire tester. Merci, Catherine. Alors, nous allons passer à ma question-réponse bientôt, mais avant cela, il y a une question importante là. Quelle serait la chose que vous voudriez que le Canadien fasse de plus pour ces familles qui ont des membres de la famille qui ont des personnes vivant avec des troubles neurocognitifs? Ainsi, je peux prendre la parole parce que une fois de plus, mon expérience avec ma propre famille, j'ai vu à quel point l'engagement envers la personne affectée pourrait être amélioré si on avait plus de connaissances. Alors donc d'être conscient que les gens soient conscients de ce qui leur est disponible comme aide et comme connaissance. Et aussi de participer à la recherche, pas seulement d'obtenir les connaissances, mais en Ontario, par exemple, vous le savez peut-être déjà, il y a des différentes initiatives au niveau provincial et même national afin d'essayer de comprendre les différentes formes de troubles neurocognitifs, l'impact génétique. Et, en fait, il y a des gens qui voudraient peut-être participer. Et il y a donc des possibilités au Canada de s'impliquer de cette façon-là. Et ça serait là ma réponse. Oui. Donc, de participer à plus de recherches, c'est bien ça. Quelqu'un d'autre a-t-il un conseil à prodiguer aux Canadiens sur les troubles neurocognitifs? Oui, je veux faire écho à ce que Katharina a dit tantôt. La capacité de participer hein, à différents groupes d'appui ou de programmes pour les personnes avec troubles neurocognitifs et avec leurs aidants. Il y a au Canada beaucoup de recherches autour de médecine préventive et de traitement dans ce qui a trait aux troubles neurocognitifs. Mais il y a aussi beaucoup de travail que nous pouvons faire en attendant à l'appui de membres de la famille qui, eux, ont besoin d'appui pour aider les personnes avec les troubles neurocognitifs. Alors, j'aimerais voir dans ce domaine plus de représentation du travail et de rendre les efforts et les possibilités mieux connues. Comme par exemple, mon père a adopté ce rôle à distance sans même comprendre c'est quoi la démence, c'est quoi les troubles neurocognitifs. Euh, Ça prend certaines aptitudes, connaissances autour de cela. Hein? Et qu'est-ce que je peux faire pour aider le mieux possible? Alors aussi de les inviter
à reconnaître les symptômes et d'être plus au courant aussi des innovations et de ce qui peut se faire. Et finalement, la diversité culturelle et une certaine sensibilité, euh, oui, dans la conception des études et de la recherche, d'inclure plus de diversité. Oui, euh, moi, j'ai à peu près 85 choses que j'aimerais recommander aux Canadiens. Mais probablement les deux plus importantes, c'est que les troubles neurocognitifs, ce n'est pas simplement une perte de mémoire. Il y a d'autres symptômes, mais qui sont associés aux pertes de mémoire parfois. Alors, de préparer les membres de la famille euh, pour éviter qu'ils soient très frustrés en face aux différents changements et les changements qui sont affectés par les troubles neurocognitifs par rebond. Hein? Alors, il y a une certaine colère. Il pourrait penser que c'est intentionnel de la part de la personne vivant avec les troubles neurocognitifs, mais parce qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit plus que de troubles de perte de mémoire. Numéro un. Deuxièmement, j'aimerais que plus de Canadiens, par exemple, il y a différents programmes d'études au sein des différentes communautés, mais j'aimerais que tout le monde ait une compréhension fondamentale de ce que sont les troubles neurocognitifs et à quoi ça ressemble si quelqu'un de votre restaurant ou à bord de votre autobus ou dans votre magasin, que vous ayez peut-être une couple de choses que vous savez sur comment réagir. Si quelqu'un avec un trouble neurocognitif a du mal d'une façon ou d'une autre, afin de pouvoir les aider. Et la raison pour laquelle j'en mettrais cela comme quelque chose de plus important au de ma liste, si quelqu'un avec des troubles neurocognitifs et les personnes les accompagnant pensent qu'ils peuvent sortir et faire leurs affaires quotidiennes, que tout sera correct, peu importe si la personne devient désorientée ou perturbée ou cette crainte de ce qui va se produire souvent fait en sorte que les familles prennent un pas de recul et s'isolent. Et ça se comprend. Et si plus de personnes euh, on pourrait avoir des éléments pour être plus à l'aise à comment réagir dans certaines situations, ça serait très utile pour ces familles d'avoir ce genre de connaissances. Merci. Merci, Aaron. Tellement de choses que j'aimerais dire. Un peu comme Aaron, j'ai une longue liste. Donc, je ne sais pas si je peux choisir une chose plutôt qu'une autre, mais je dirais ceci. Pour les participants à cet appel aujourd'hui, ou ceux qui regarderont par la suite sur l'enregistrement, mais si vous connaissez quelqu'un qui vient diagnostiquer avec des troubles neurocognitifs et vous ne savez pas exactement ce que cela veut dire, vous allez décider qui vous devez contacter ou quoi faire, je veux que vous sachiez que ma mère a vécu pendant 10 ans après son diagnostic, elle a une très belle vie. Mais c'est vraiment un rôle difficile de l'accompagner. Je ne veux pas minimiser cela. En fait, elle a voyagé beaucoup plus après son diagnostic parce que mon frère vit à Halifax et moi à Ottawa, en Ontario. Donc, elle a voyagé pendant 5 ans avant qu'on la situe à Terre-Neuve, finalement. Et ce dont Marie a parlé en termes de résilience et d'adaptation, ça exige l'appui d'une communauté. Ça requiert que les gens soient prêts à mettre la main à la pâte et à vous aider à être résilients, à aider à développer des méthodes d'adaptation. Et ce dont Katrina a parlé, hein, quand ma mère et moi faisions la cuisine ensemble, en fait, j'ai 5 heures de vidéo, d'une vidéo que j'ai filmée, y compris en préparant ensemble un repas de Noël, et on a tellement ri parce que ma mère n'était pas sûre si c'était ce qu'on faisait ou pas. Et en fait, ce rire a un élément de tristesse, mais chez ces souvenirs, Noël, on faisait les choses différemment. J'en parle à mes enfants quand ma mère était vivante et qu'elle était avec nous. Et
C'est triste et je me fie à ces souvenirs. Elles continuent de vivre en esprit dans nos cœurs. Et pour les membres de la famille qui écoutent aujourd'hui, qui ne savent pas exactement à quoi cela va ressembler à l'avenir, eh ben, d'être honnête envers soi-même et de voir de ce pour lequel, les choses pour lesquelles nous avons suffisamment d'énergie et là où il faut lâcher prise. Alors voilà, si j'avais un souhait pour les Canadiens, ben, ça serait de ne pas se sauver, de participer quand on voit des personnes qui essayent de s'adapter, qui essayent d'être résilients et d'aider là où c'est possible. Ça peut être quelqu'un dans la communauté. Ben, voilà, c'est ce que je dirais. Merci, Catherine. Emily? Ah, c'était magnifique. Oui, mon commentaire de suivi est un peu plus technique, mais ce que je voudrais, d'un point de vue de conseil génétique, j'aimerais que les Canadiens sachent que la plupart des troubles neurocognitifs ne sont pas simplement génétiques. C'est quelque chose qui peut surprendre bien des gens d'entendre cela, mais une grande majorité des maladies d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs ont des aspects qui ne sont pas causés par la mutation d'un seul gène, qui sont passés d'une famille à l'autre. La plupart des formes de troubles neurocognitifs représentent des facteurs de susceptibilité multiples génétiques et nous essayons d'en être de plus en plus conscients au niveau de la recherche et de la science. Alors, nous pouvons tous porter attention à ces facteurs de style de vie qui aussi participent à un vieillissement sain du cerveau. Mais ce que j'aimerais voir aussi pour l'avenir, ça serait plus de financement de disponible pour les services de conseil génétique pour que toute personne qui a des inquiétudes sur leur histoire de famille et leur propre vulnérabilité, qui puisse avoir accès à des tests ou à des services de conseil. Et afin de voir de plus près leurs antécédents familiaux et d'avoir des tests disponibles pour ceux qui n'ont pas accès à des services de conseil. Alors voilà, ça serait ce que j'aimerais voir, plus de financement pour ceux qui aimeraient avoir de tels renseignements. Et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense que nous avons le temps pour une question. Il y en a plusieurs dans le clavardage. Et je veux rassurer tous nos participants que moi-même et mon équipe, nous allons faire un suivi par courriel. Le courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire à la séance, nous retracerons et nous répondrons à vos questions même après la conférence. Et vous pouvez trouver aussi la liste sur alzheimer.ca, les réponses aux questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre. Alors, il y a une question ici sur la façon de gérer les fêtes. Ah, il y a tellement de questions. Alors, bon, une question sur la génétique d'abord. Oh, quelle est la probabilité si vous avez l'Alzheimer avec le zygote AO04, 24? Oh, en fait, ça revient à mon point, ce que je disais plus tôt. Dépendamment de votre composition générale, sur différents variants dans votre génome, mais en moyenne, les statistiques démontrent que si vous n'avez qu'un variant, et 4, le risque est 3 fois plus élevé que ceux qui ne l'ont pas. Si vous en avez 2, c'est 9 fois plus élevé comme probabilité. Mais ça ne veut pas dire que vous développerez la maladie. Et ça en revient au point qu'on a déjà souligné, qu'il y a d'autres facteurs, un bon style de vie, une attitude saine envers les risques de facteurs cardiovasculaires, la diète, l'exercice. Donc, vos facteurs de risque pourraient être minimisés
Et c'est à garder en tête si vous comparez à la population, simplement en termes de probabilité selon un variant génétique. Alors, 9 fois plus élevé comme probabilité, ça semble très élevé, mais vous pouvez, hein, il y a une recherche que j'aime beaucoup, là, j'étudie les agents biologiques parce que on vieillit, il y a des modifications chimiques et génétiques. Alors, si vous n'êtes pas plus doux envers votre génome, bien, vous pourrez modifier aussi de façon négative certains gènes. Hein? Et alors, ce que j'essaye de faire présentement pour aider à comprendre qui a de meilleures probabilités, moins de risques plutôt que plus de risques, c'est de combiner les agents biologiques avec les connaissances génétiques ou les gènes hérités des parents. Dernier point, si je peux, pour les Canadiens en général, de transmettre toutes ces informations aux jeunes personnes, parce que c'est le moment où ils pourront commencer à être peut-être à prendre meilleur soin de leur génétique et de pratiquer les styles de vie qui diminuent les facteurs de risque de ces maladies. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface, mais merci de votre participation, de votre patience. Nous avons enregistré cette session et elle sera rendue disponible dans les jours à venir sur le site de Alzheimer, de la Société Alzheimer Canada. Et joignez-nous le 18 janvier sur notre prochaine présentation Alzheimer Canada, Alzheimer Talks Canada 2023. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances. Merci à notre panel.